L'EORTC, en fait, c'est un network, c'est un réseau d'investigateurs. Nous sommes à peu près maintenant 4000 investigateurs à travers l'Europe et au-delà de l'Europe. Et avec ces médecins, avec ces investigateurs, quand ils prennent la casquette de chercheurs, on se pose des questions. Qu'est-ce que nous devons changer pour améliorer la survie des patients ou la qualité de vie des patients dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? Donc nous établissons des hypothèses de traitement qui servent à développer des protocoles de recherche. Et évidemment, nous sommes une organisation non gouvernementale, sans but lucratif, et il n'y a pas de science sans finance. Notre défi, c'est que nous sommes totalement inconnus du grand public pour toutes sortes de raisons, y compris lorsque vous êtes soigné par un protocole de l'ERTC, c'est l'hôpital qui vous soigne, ce n'est pas l'ERTC. Donc vous ne savez pas que vous êtes soigné par un protocole de l'ERTC. Donc c'est un de nos grands défis, on en parlait ces derniers temps, comment mieux se faire connaître à l'extérieur. Ils ne se seraient peut-être jamais croisés, et pourtant. D'un côté, des entrepreneurs, des dirigeants, des familles, décidés à donner plus de sens à leur réussite. De l'autre, des femmes et des hommes qui portent des projets d'intérêt général avec conviction et passion. C'est de leur rencontre que naît Voices for Philanthropy. Un podcast qui explore la philanthropie au-delà des chiffres et des apparences. Où l'on découvre des motivations profondes, des doutes parfois, et des instants de bascule. Des rencontres transformatrices. Un podcast porté par Rothschild & Co. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Eméhoud, partenaire du groupe Rothschild & Co et directrice générale de la Banque Privée en Belgique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Diego Dumonceau, dirigeant d'entreprise, entrepreneur, philanthrope, et Denis Lacombe, docteur en médecine, qui dirige l'EORTC, une organisation européenne de référence en recherche clinique, totalement indépendante, totalement multidisciplinaire, en oncologie. À travers cette discussion, nous reviendrons sur leur parcours respectif, sur le déclic qui les a conduits à s'engager pour cette cause, la cause de la recherche sur le cancer, sur la manière dont ils collaborent au quotidien, mais aussi sur la mission de l'EORTC, que je pense beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore, sur ses spécificités et sur les grands défis auxquels elle fait face aujourd'hui. Diego, bonjour. Bonjour. Vous êtes belge, vous avez un parcours académique et professionnel totalement international après avoir fait un MBA à la Harvard Business School. Puis vous avez travaillé chez Merrill Lynch en Europe, donc dans le secteur bancaire, dirigé les activités de Swiss Bank, si je ne me trompe pas, en Europe du Sud. Exactement. Puis vous avez participé à pas mal de grandes fusions dans le monde bancaire, parmi lesquelles la vente de BBL à ING. Et je rappelle que ING a été la seule banque belge qui en 2008 n'a pas eu de problème pendant cette crise financière. Depuis lors, vous êtes au conseil de beaucoup de grands groupes et aussi de sociétés familiales. Vous avez dirigé 3 Suisses, Continental Bakeries, et puis des sociétés familiales de taille moyenne et plus petite. Vous avez aussi dirigé le conseil d'ING jusqu'en 2022, et aujourd'hui, vous êtes président du conseil des amis de l'EORTC, qui est dirigé par Denis. Denis, vous êtes de nationalité française et après un doctorat à Marseille, vous avez eu un parcours scientifique tout à fait international avec un post-doctorat au Roswell Park Institute, Cancer Institute aux États-Unis. Vous rejoignez l'EORTC en 1993 et aujourd'hui, vous êtes son CEO, directeur général, depuis déjà 2015. L'EORTC est une organisation tout à fait internationale, multidisciplinaire dans la recherche et les essais cliniques sur le cancer. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Quel a été pour chacun de vous le déclic personnel ou professionnel qui vous a conduit à vous engager dans la lutte contre le cancer et à rejoindre cette belle organisation qu'est l'EORTC? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet engagement? Oui, comme vous avez dit, je me suis occupé de beaucoup de différentes sociétés, dans l'alimentaire, dans le textile, dans la banque, et j'avais toujours eu cette idée, mais je ne savais pas quand ça se passerait, de m'occuper d'une entreprise non-profit, et si possible internationale. Moi, j'aime l'international. J'ai vécu aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne et en Belgique. Et donc, je voulais quelque chose qui ait une portée, en tout cas européenne, si pas internationale. Et donc, un jour, pour ne pas la nommer, la princesse Astrid, qui était la présidente d'honneur de l'EORTC, m'a appelé et m'a dit, voilà, on aimerait bien que vous deveniez président des amis de l'EORTC. Je lui ai demandé quelques jours de réflexion. Elle m'a dit, non, vous avez jusqu'au dessert.
Et donc, au dessert, je me suis lancé, parce que souvent dans ma vie, je me suis lancé rapidement dans les choses. Je crois qu'il faut se lancer. Voilà. Et vous, Denis ? Alors de mon côté, effectivement, c'était un parcours plus scientifique. Alors il y a eu, je dirais, 3 étapes. D'abord, il y a eu la découverte de l'oncologie. Donc j'ai fait, en parallèle de mes études de médecine, j'ai fait de la pharmacologie. Et j'étais très intéressé par l'interaction des médicaments avec la cellule. Donc je crois que l'oncologie offrait des possibilités de recherche et de découverte qui étaient pour moi très très attractifs. Donc ça a été le premier pas vers l'oncologie. Puis après, il y a eu la découverte de la recherche clinique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des populations avec les découvertes scientifiques. Je me suis un petit peu tourné vers les statistiques de population et comment les essais cliniques pouvaient nous amener à valider des approches thérapeutiques. Et j'ai trouvé l'approche de recherche clinique qui combinait à la fois la science, la statistique et les stratégies de développement de traitement était une voie qui m'a attiré. Et puis après, il y a eu la découverte de l'EORTC pour la mission de l'EORTC, mais ça, peut-être qu'on va en parler un peu plus en avant dans notre conversation qui arrive. Aujourd'hui, vous venez tous les deux d'horizons très différents, mais très complémentaires. Vous collaborez pour mener à bien cette mission, la mission de l'EORTC, donc on va détailler quelle est-elle. Comment est-ce que s'organise concrètement votre collaboration pour que nos auditeurs comprennent, et comment est-ce que vous répartissez les rôles dans vos expertises respectives ? Mais Denis est tous les jours à l'EORTC, il dirige 250 personnes qui viennent de 37 pays au moins, qui travaillent tous les jours à l'EORTC, mais il a aussi des contacts avec le monde entier puisque c'est un problème mondial. Moi, je ne suis pas là tous les jours, mais je fais partie du conseil de l'EORTC, du conseil d'administration, et je suis président des trustees, c'est-à-dire des externes qui, d'une manière ou d'une autre, aident l'EORTC. Alors nous avons mis en place des externes qui s'occupent de vérifier les finances, de l'audit, de la gestion financière, de l'aide à la gestion financière, avec des personnalités importantes, comme l'ancien directeur financier justement l'ING, qui était mon bras droit pendant la crise, et maintenant l'ancienne patronne de Ernst & Young Londres, donc des personnalités qui ont des expériences très importantes et qui sont d'accord d'aider bénévolement dans leurs compétences l'EORTC. Alors, qu'est-ce que c'est l'EORTC ? Je crois qu'il faut commencer par ça. Donc, l'EORTC, en fait, c'est un network, c'est un réseau d'investigateurs. Nous sommes à peu près maintenant 4000 investigateurs à travers l'Europe et au-delà de l'Europe, comme Diego l'a mentionné, puisque nous avons des partenariats globaux. Et avec ces médecins, avec ces investigateurs, qu'on les appelle quand ils prennent la casquette de chercheurs, on se pose des questions. Qu'est-ce que nous devons changer pour améliorer la survie des patients ou la qualité de vie des patients dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? Donc nous établissons des hypothèses de traitement qui servent à développer des protocoles de recherche. Et évidemment, nous sommes une organisation non gouvernementale, sans but lucratif, et il n'y a pas de science sans finance. Et donc c'est là où le partenariat avec Diego, avec les financiers qui nous guident, qui nous aident à la fois dans la levée de fonds, mais aussi dans le management de l'organisation, qui est une organisation quand même de taille assez respectable pour une organisation sans but lucratif, puisque comme le disait Diego, nous sommes quand même 250 employés à Bruxelles qui représentent toutes les professions nécessaires pour pouvoir développer des protocoles de recherche du début jusqu'à la fin. Génial. Alors vous parlez protocole de recherche. Peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas médecins, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous distingue fondamentalement du secteur commercial ? Alors effectivement, nous sommes complémentaires du secteur commercial, c'est-à-dire que le secteur commercial va en général développer une technologie, un médicament pour la mettre sur le marché. Quand il s'agit du cancer, un patient n'est pas traité en général par un seul traitement, mais par une combinaison de traitements. Un patient peut être opéré, peut recevoir de la radiothérapie, peut recevoir différents types de médicaments en même temps, en séquence, selon l'évolution de sa maladie. Et notre rôle est de comprendre comment on optimise l'utilisation
l'utilisation de toutes ces stratégies thérapeutiques, et donc comment nous pouvons optimiser tous ces traitements. Il y a aussi le fait que nous disons puisque notre langue véhiculaire est l'anglais, leaving no one behind. Donc nous nous adressons aussi à des populations qui parfois ne rentrent pas dans les programmes de recherche de développement, que sont par exemple les tumeurs rares, que sont les patients âgés, ou même des patients, par exemple, ce qu'on appelle les EAIA, les young adultes et adolescents, qui ont parfois des cancers spécifiques et toutes ces populations sont parfois des plus petites populations qui ne sont pas forcément porteurs de marché et qui sont parfois pas forcément, porteurs pour le secteur commercial. Mais pour nous, évidemment, notre mission est d'essayer d'apporter des solutions à tous les patients, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça que c'est très important sur notre agenda stratégique. Aujourd'hui, vous travaillez sur toutes les modalités thérapeutiques, la chirurgie, la radiothérapie, les médicaments, l'immunothérapie aussi, j'imagine, souvent en combinaison, et sur ces populations parfois totalement exclues des essais industriels. Pourquoi cette approche indépendante multidisciplinaire est essentielle aujourd'hui pour vous, et est-ce que l'ORTC est le seul à agir sur ces cancers rares, sur ces populations un peu oubliées que vous mentionniez tout à l'heure? Alors, effectivement, pourquoi c'est important? Parce que qui va le faire? Encore une fois, le secteur commercial a son business model et effectivement, il est très important. Il est très important d'amener l'innovation aux patients, mais il faut pouvoir comprendre comment utiliser cette innovation de manière optimale. Donc ça, je crois que ça c'est très important. Et aussi, encore une fois, comment combiner toutes ces innovations, que ce soit par exemple des robots en chirurgie, que ce soit effectivement de l'immunothérapie, comme vous l'avez mentionné, ou des nouvelles techniques de radiothérapie. Donc là, je pense que c'est essentiel de maintenir des infrastructures de recherche clinique indépendantes pour pouvoir évaluer les traitements de manière tout à fait indépendante et sans conflit d'intérêt. Alors les ORTC est certainement, je pense, au niveau volume, la plus grande organisation de recherche clinique au niveau européen, puisque nous représentons encore une fois un network d'à peu près 4000 investigateurs sur à plus ou moins 1000 hôpitaux et centres de recherche, et nous travaillons à peu près sur une quarantaine de pays actuellement, mais nous ne sommes pas les seuls. Effectivement, nous avons beaucoup de partenariats en Europe avec des groupes nationaux, mais aussi des partenariats avec d'autres parties du monde. Il y a des groupes équivalents à l'ORTC en Australie, au Japon, au Canada, et avec lesquels nous avons parfois effectivement même des grands essais globaux, mondiaux, quand nos priorités se rejoignent, et surtout aussi quand il faut, par exemple, on parlait des tumeurs rares, quand il faut un certain nombre de patients pour pouvoir arriver à une conclusion qui soit statistiquement significative pour vraiment changer les standards de traitement, alors on va se mettre ensemble pour pouvoir faire ces grands essais qui vont définitivement amener des réponses à des questions importantes et que nous partageons. Alors pour bien comprendre votre agenda, vous avez évidemment un budget qui n'est pas infini. Comment est-ce que il y a tellement de cancers rares, comment est-ce que vous créez l'agenda de l'ERTC en termes de recherche? Comment est-ce que vous vous focalisez sur des priorités? Qui décide de ça en termes de gouvernance? Alors nous avons effectivement une stratégie scientifique qui est décidée au niveau avec nos groupes coopérateurs. Donc la façon dont les ORTC fonctionnent, c'est que nous avons 17 groupes de tumeurs. Donc par exemple un groupe qui s'adresse au cancer du sein, un groupe qui s'adresse aux cancers gastro-intestinaux, un groupe qui s'adresse par exemple aux cancers génito-urinaires. Donc on essaie de couvrir autant que possible la majorité des cancers, et ensemble, nous définissons quelles sont les priorités de l'organisation et surtout qu'est-ce qui va différencier l'organisation, qu'est-ce qui va amener une valeur ajoutée à la science, une valeur ajoutée aux patients. Alors, effectivement, par exemple, des priorités qui sont des priorités scientifiques de l'EORTC, on l'a déjà mentionné, sont par exemple les tumeurs rares. Il y a des tumeurs rares dans tous les différents axes de tumeurs. Donc, on se met ensemble pour pouvoir avoir une masse critique importante, et surtout ne pas réinventer la roue et pouvoir partager et être efficace. Aussi, ce qui est, par exemple, une priorité
scientifique à l'EORTC, c'est ce qu'on appelle tous les traitements locaux régionaux, c'est-à-dire quand le cancer est encore relativement localisé, puisque c'est là où on va pouvoir utiliser la chirurgie, la radiothérapie. Donc, c'est une priorité, c'est un des axes prioritaires de l'EORTC, et un axe qui est très important, et là l'EORTC est leader mondial, c'est toute la recherche en qualité de vie, et le développement des instruments de qualité de vie pour pouvoir, alors la survie évidemment c'est très important, c'est la première mission de l'EORTC, mais la deuxième mission, c'est vraiment la qualité de vie des patients, pendant l'essai, mais aussi après l'essai, et à distance. Et ça aussi, c'est une spécificité de groupes coopérateurs tels que l'EORTC, c'est-à-dire que nous allons suivre les patients très longtemps pour pouvoir comprendre comment leur qualité de vie évolue après le traitement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important sur notre agenda scientifique. Qui est la continuité dans le temps de tous ces patients pour avoir les meilleurs modèles. Et je vais prendre un exemple de très grande coopération. Sur les cancers rares, justement, nous avions remarqué, au fil des années, qu'il y avait une assez grande masse d'argent parce qu'il y a des recherches, etc. Donc, il y avait une masse d'argent. Et les externes sont venus avec une idée qu'on pouvait peut-être investir cet argent très prudemment. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs millions de revenus de cet argent qui est exclusivement dépensé pour les cancers rares. Ça, c'est nouveau. Le Conseil a décidé que tout cet argent... Ces profits générés par ce qui avait été... ...seraient spécialement alloués aux cancers rares. Parce que personne ne travaille sur les cancers rares, à part nous, pratiquement. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples concrets d'essais qui ont été menés par l'EORTC et qui ont durablement changé la pratique médicale, même si c'est des années après ? Alors, je crois qu'un des essais phares, c'est le traitement qui, je dirais malheureusement, est actuellement toujours le traitement de référence. On n'a pas fait de progrès depuis. Dans certaines tumeurs du cerveau, qu'on appelle les glioblastomes, qui sont des tumeurs qui restent relativement agressives. Et l'EORTC, d'ailleurs en partenariat avec les Canadiens, mais c'était un essai initié par l'EORTC, avait mis en place un essai avait postulé que la combinaison de la radiothérapie, et là on est encore dans une tumeur relativement rare et dans du multidisciplinaire, donc vraiment quelque chose qui est au cœur de la stratégie de l'EORTC, que si on l'a combiné avec une certaine molécule qui s'appelle le temozolomide, on pourrait avoir une avancée thérapeutique substantielle. Et ça a été le cas. L'EORTC a fait un grand essai, une fois bien sûr international, qui a établi que le standard de traitement pour les patients qui ont un glioblastome est la combinaison de radiothérapie et temozolomide. Et c'est une publication qui date maintenant d'il y a 20 ans à peu près, je pense que c'était en 2005. Et ça a été, par exemple, un des essais phares de l'EORTC. Je peux aussi, tout en restant par exemple, encore une fois, dans le domaine des tumeurs rares, plus ou moins à la même époque, et c'était le début de ce qu'on appelle les thérapies ciblées, les traitements personnalisés, où un laboratoire avait une molécule en développement qui ciblait très spécifiquement une cible dans la cellule, et le laboratoire était intéressé évidemment de le développer dans certaines pathologies, mais pas forcément dans des tumeurs très rares telles que certains sarcomes du tube digestif. Et on les avait convaincus de nous donner accès à leur molécule. Nous avons fait un grand essai qui a changé la pratique pour ces patients qui, malheureusement, avant le traitement, avaient un pronostic à 1 an qui était défavorable. Et maintenant, on a quand même des patients qui ont une médiane de survie à 5 ans. On a même des patients qui vivent jusqu'à 10 ans. Et ça fait partie, par exemple, de ce que je disais tout à l'heure, du suivi à long terme que nous essayons d'établir pour ces patients. Donc voilà, ce sont 2 exemples typiques des grands essais que l'EORTC peut faire et changer la pratique des patients dans des situations cliniques qui sont souvent difficiles et où il y a un vide thérapeutique. Parfait. Et au-delà de la survie, dont vous mentionniez tout à l'heure que l'EORTC était reconnu mondialement pour tout ce qui était travail sur la qualité de vie et le suivi de la qualité de vie. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu aussi fondamental ? De toute façon, on l'imagine, mais surtout, comment est-ce que vous mesurez
cette amélioration de la qualité de vie et comment, en fonction des différents cancers. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples aussi ? Oui. Alors, le développement d'instruments de qualité de vie est quelque chose c'est une science à part entière. Donc, nous avons tout un groupe qualité de vie qui s'occupe de ça, qui est aussi composé de manière multidisciplinaire. Donc, ce sont des oncologues, mais il y a aussi des psychologues qui développent des instruments qui sont donc testés au niveau du patient. C'est un long processus de validation pour comprendre effectivement et valider le fait que les questions vont bien renseigner sur la qualité de vie du patient. Et comme nous travaillons internationalement, ces questionnaires de qualité de vie doivent être traduits et validés aussi dans chacune des langues. Donc vous voyez le travail colossal pour mettre en place des questionnaires de qualité de vie. Et je pense que, par exemple, il y a un questionnaire qui est standard, qui peut s'appliquer partout. Puis après, il y a des modules qui s'appliquent aux différentes tumeurs. Et le questionnaire standard est disponible, je pense, est validé dans plus d'une centaine de langues et utilisé à travers le monde par beaucoup de chercheurs, d'ailleurs chercheurs commerciaux et chercheurs non commerciaux. Alors, c'est une science qui évolue aussi, puisque aujourd'hui, on était sur des questionnaires assez statiques sur une feuille que le patient remplissait. Évidemment, maintenant, on évolue de plus en plus vers des outils interactifs qui permet aussi d'être beaucoup plus ciblé pour le patient et avoir des questions effectivement qui apparaissent de manière beaucoup plus logique en fonction de la réponse précédente, etc. Donc, on travaille maintenant plus sur ce qu'on appelle un item bank, où on peut construire des questionnaires de qualité de vie qui vont être vraiment adaptés à la situation clinique ou même au traitement, si on le connaît, par exemple, pour pouvoir comprendre quels peuvent être les effets secondaires sur le patient d'un certain traitement utilisé pour une certaine maladie. Donc la qualité de vie est une science excessivement, je dirais, spécifique et il faut une expertise spécifique. Et donc ça, je pense que là, l'EORTC est vraiment leader mondial dans ce domaine. Ouais. Leader mondial dans tout ce qui est questionnaire, tout ce qui est qualité de vie. Et vous parliez de data. Est-ce que l'intelligence artificielle a bouleversé ou changé votre façon de travailler ? Alors effectivement, l'intelligence artificielle est déjà là. Elle nous permet... Alors nous sommes un centre de données. Si vous venez nous visiter un jour à Bruxelles, vous allez voir des supercomputers, vous allez voir des bioinformaticiens, des statisticiens qui travaillent à côté des médecins, etc. Donc l'intelligence artificielle a déjà, je dirais, révolutionné la façon, par exemple, dont nous développons les protocoles, déjà. Dans tous les softwares qu'on utilise de plus en plus, l'intelligence artificielle est là pour nous aider à comprendre des données, à mieux les analyser. Donc, aussi au niveau du diagnostic, pour pouvoir interpréter des images, par exemple. Nous avons une grande base de données où on collecte les images radiographiques des patients. Donc, l'intelligence artificielle est déjà là. C'est une révolution qui est en cours. Je pense qu'on est qu'au début. Effectivement, ça ouvre de nouveaux, je dirais, de nouveaux espoirs, de nouvelles avenues. Et c'est ce qui fait, je pense, que ce que nous avons la chance, parce que je pense que c'est un privilège et une chance de faire ce que nous faisons, qu'il n'y a pas de routine. Et que il faut toujours se remettre en question, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours être curieux, et il faut toujours repousser ses limites. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui stimule notre agenda. Ouais. Alors, le défi de l'EORTC, c'est que tout ce que vous avez déployé, notamment dans les protocoles que vous avez décrits, c'est grâce à vous que ces protocoles voient le jour. Et après, les molécules sont des molécules qui sont des molécules commerciales. Donc, on ne connaît pas nécessairement l'EORTC sous ce nom. Et donc, vous avez, malgré un énorme impact, l'EORTC reste assez peu connu du grand public, même si on voit la diversité des protocoles qui émanent de vos actions. Alors, en quoi la communication et la notoriété sont-elles devenues aujourd'hui des enjeux tout à fait stratégiques pour vous ? Peut-être, Diego, vous allez pouvoir me répondre. Et notamment pour assurer le financement d'essais cliniques longs et complexes et qui sont évidemment très très coûteux. Vous parliez tout à l'heure de montants importants. Peut-être c'est intéressant pour nos auditeurs de comprendre de quoi on parle. Mais justement, c'est un grand débat que nous avons. Le RTC est
très très connu partout dans le monde, en Afrique, partout, par les médecins. Donc Denis me parlait pendant le déjeuner en me disant qu'il avait parlé de l'ERTC à quelqu'un en Afrique et qu'il connaissait parfaitement. Mais par contre, nos défis, c'est que nous sommes totalement inconnus du grand public, pour toutes sortes de raisons, y compris que lorsque vous êtes soigné par un protocole de l'ERTC, c'est l'hôpital qui vous soigne, ce n'est pas l'ERTC. Donc vous ne savez pas que vous êtes soigné par un protocole de l'ERTC. Donc c'est un de nos grands défis, on en parlait ces derniers temps. Comment mieux se faire connaître à l'extérieur? C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici autour de la table, parce que c'est une superbe organisation qui a des objectifs tout à fait nécessaires à la société, qui fait des grands bonds en avant et qui devrait être mieux connue du grand public. Voilà, on espère qu'on apportera une petite pierre à l'édifice à ce niveau-là. Et puis, il y avait aussi des questions par rapport à votre rôle au niveau des institutions européennes. Donc, l'ORTC joue un rôle vraiment très reconnu auprès des institutions européennes, grâce à votre expertise méthodologique et surtout à votre neutralité. Ça, je crois que c'est un point très, très important. Pourquoi cette position est-elle si précieuse pour l'Europe et pour tous les patients qui sont soignés grâce à l'ORTC? Alors effectivement, ce qui est très important pour les ORTC, c'est de rester indépendant, parce que les ORTC a développé des connaissances et des savoir-faire. On parlait de la qualité de vie, il y en a d'autres qui contribuent effectivement à l'avancée de la méthodologie. Par exemple, les critères internationaux par lesquels on évalue si un médicament réduit le volume tumoral sont des critères internationaux reconnus, par exemple, ont été développés par les ORTC. D'ailleurs, en partenariat là aussi avec les Canadiens et les Américains, mais la base de données, le projet de recherche est à l'ORTC. Donc tout ça, ce sont des évolutions méthodologiques. On parlait de la qualité de vie. On parlait des patients âgés. Nous avons des conversations avec les institutions européennes, avec l'agence du médicament à Amsterdam, pour pouvoir travailler avec eux sur comment tout cela doit évoluer, parce que comment, par exemple, doit-on, avoir des critères spécifiques pour approuver un médicament pour un patient âgé. On vient de discuter avec eux quels sont les défis de développement d'un médicament pour les personnes âgées. On vient d'avoir aussi un workshop l'année passée avec eux, comment prendre en compte la qualité de vie dans l'évaluation d'un médicament. Donc l'EORTC, qui est un organisme indépendant et qui a développé ses savoir-faire, peut être, je dirais pas un conseiller, mais en tout cas notre savoir-faire, nous essayons de le partager avec les institutions européennes de façon à pouvoir faire évoluer la communauté scientifique. L'autre versant sur lequel nous essayons d'être actifs, c'est qu'on ne fait pas un essai clinique comme ça, bien entendu. Il y a toute une série de réglementations européennes pour pouvoir mettre en place, développer une expérimentation chez l'homme. Et ces réglementations, souvent, sont, je dirais, malheureusement, ne prennent en compte que la recherche commerciale et le développement d'un médicament. Et quand on met en place une étude qui est indépendante, d'optimisation de stratégies thérapeutiques, souvent on s'aperçoit que nos études ne rentrent pas strictement dans le contexte des réglementations. Donc on essaie aussi de travailler avec la Commission européenne, avec l'Agence du médicament et avec toutes les institutions responsables de comment au mieux préserver en Europe un environnement réglementaire qui prend en compte tous les types de recherches, non seulement les recherches commerciales, mais aussi les recherches non commerciales. Je crois qu'un autre enjeu, et je n'en ai pas encore parlé, c'est le fait que, par exemple, l'immunothérapie coûte très très cher, nos systèmes sociaux sont sous pression et qu'il faut trouver des moyens pour avoir les mêmes effets, mais peut-être avec moins. Et je crois que ça, c'est important. Alors, tout à fait. C'est la désescalade. C'est la désescalade thérapeutique, et ça, c'est le financier qui parle, mais c'est vrai que c'est un point important sur notre agenda scientifique que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. C'est que souvent, et je pense qu'il y a maintenant une reconnaissance, un diagnostic que souvent les patients, nous les traitons un peu trop. Les doses sont trop hautes, on ne documente pas assez
combien de temps le traitement doit être donné, et les médicaments qu'on utilise en oncologie ne sont pas dénués d'effets secondaires. Donc, ce qui est important, la première chose pour nous dans notre mission première, ça rentre dans l'objectif de qualité de vie. Est-ce qu'on peut faire aussi bien avec moins, pour pouvoir, bien sûr, garder le bénéfice thérapeutique, mais aussi avoir une meilleure qualité de vie. Donc, on a une série d'essais cliniques qui sont des essais de désescalade thérapeutique qui, effectivement, là aussi, rentrent typiquement sur un agenda scientifique indépendant, puisque ce n'est pas le secteur commercial qui va faire des désescalades thérapeutiques. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel les ORTC essaient d'être très présents. Et c'est aussi un message qu'on essaie de véhiculer au niveau des patients, au niveau des médecins et aussi au niveau des institutions européennes. Comment faire de la recherche, je dirais, post-marketing indépendante, encore une fois, dans le but d'optimiser ces stratégies thérapeutiques au mieux pour les patients. On retombe sur les défis, par exemple, sur les personnes âgées qui ne rentrent pas dans les essais cliniques réglementaires de développement. Et donc, on a souvent peu d'informations sur les réactions. Les patients sont quand même plus fragiles. Donc voilà, donc il y a un besoin de recherche sur l'optimisation de stratégies chez les personnes âgées, qui n'est pas fait par le secteur commercial, mais qui typiquement rentre sur notre agenda scientifique. Fantastique, merci beaucoup, c'est passionnant. Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple de quelque chose que vous avez fait ensemble et dans lequel la complémentarité de vos deux parcours a très très bien fonctionné ? Oui, absolument. Il y a quelques années, nous avons été mis en contact, ou l'un de nous, puisque nous sommes un groupe de trustees, a été mis en contact avec une très grande société européenne, voire mondiale, et qui nous a dit, mais voilà, moi, dans ma politique de responsabilité sociétale, j'aimerais bien trouver une manière de vous financer avec un objectif bien précis. Et donc, nous avons discuté pendant un certain temps avec eux sur exactement qu'est-ce qu'ils voulaient, dans quel domaine, et puis nous avons trouvé un accord, et ils nous ont sponsorisé pendant 10 ans sur un sujet bien précis qui nous a fait faire un bond énorme en avant. Tu peux peut-être prolonger cela pour expliquer un peu plus en détail ce dont il s'agissait. Oui, donc ce que ce partenariat nous a permis de faire, c'est de mettre en place une plateforme, encore une fois, internationale pour accéder aux patients en dehors des essais cliniques, c'est-à-dire accéder aux patients, mais aussi à leur matériel biologique, leurs tumeurs, leurs prélèvements, divers prélèvements, afin de pouvoir comprendre la biologie. Et à partir de là, établir des hypothèses thérapeutiques de ce qui pourrait convenir à cette partie des patients ou à une autre. Donc le but, c'était de créer une biobanque dans laquelle on aurait pas mal d'informations sur les patients, sur leur maladie, sur ce qu'ils reçoivent comme traitement, mais aussi sur la biologie de leur cancer. Et ça a été, je dirais en anglais, un game changer, puisque nous avons pu mettre par exemple en place, on parlait des tumeurs rares. Il y a quelques instants, nous avons pu mettre en place un programme où on a pu accéder à 1000 patients en moins de 3 ans, 1000 patients avec une tumeur rare, en moins de 3 ans, pour pouvoir donc leur apporter assez rapidement un diagnostic moléculaire sur quel est leur cancer exactement et quelles pourraient être les voies de traitement pour leur cancer. Et aussi pour générer des hypothèses thérapeutiques sur lesquelles maintenant nous travaillons. Comment, à partir de là, maintenant que nous avons cette plateforme, comment mettre en place des essais cliniques pour ces populations et souvent ces sous-groupes de patients. Donc ça nous a permis d'accéder à des approches de recherche clinique tout à fait différentes. Et ça, je crois que ça a été aussi quelque chose. C'est une plateforme qui est très active à l'EORTC, sur lequel il y a beaucoup de programmes qui viennent se greffer. D'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de biologie moléculaire, on parle de plus en plus de traitements, de thérapie ciblée.
Et cette biobank, cette plateforme est vraiment pour nous un outil central à cette partie de notre stratégie scientifique. Ah, merci beaucoup. C'est un super exemple de coopération entreprise et recherche. Et la société a fait participer tout son personnel. Donc, ils ont couru des marathons avec ERTC pour récolter de l'argent local. Donc, ça a été vraiment un objectif pour toute la société. Donc, ce n'était pas juste dans le rapport annuel, où ils faisaient rapport, évidemment, sur tout ce qu'on avait fait, etc., mais également, ils faisaient rapport à tout leur personnel qui s'est mis derrière cette recherche. Une façon d'engager leurs collaborateurs à vos côtés. Et ça nous a un petit peu, enfin en tout cas moi, ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort parce qu'il a fallu que j'apprenne, parce que bon, l'entreprise disait oui, on va vous aider, mais il faut que vous nous aidiez, il faut qu'il y ait un win-win. Donc comment notre savoir pouvait être aussi servir à monter cette cause dans leur entreprise, parler à leurs employés, lever la motivation. Donc ça a été pour moi aussi un apprentissage, je dirais, mais qui était très, très intéressant. Merci pour cet exemple. Diego, si vous aviez un rêve à formuler pour l'EORTC, quel serait-il ? Si j'avais un rêve pour le futur, c'est de trouver un ou plusieurs, mais surtout un ancien grand patron, encore relativement jeune, mais pas trop jeune, avec beaucoup d'expérience, qui nous rejoindrait pour s'occuper notamment de tout le financement, de tout le fundraising, et qui aurait des visions qu'il exprimerait au Conseil pour le futur de l'ORTC. Alors peut-être parmi nos auditeurs, y aura-t-il quelqu'un qui s'identifiera et aura cette vocation de vous rejoindre ? Je voulais aussi, pour conclure, demander quel message vous souhaiteriez adresser aux entrepreneurs, aux philanthropes qui nous écoutent aujourd'hui. Pourquoi leur soutien est crucial pour permettre à une recherche, encore une fois, indépendante, de long terme et centrée sur les patients, de continuer à exister ? Nous sommes persuadés que si nous avions encore plus de moyens, avec les 250 personnes, voire peut-être un peu plus, on pourrait faire encore plus. Parce que tous les jours, nous devons gérer d'une part toutes les recherches cliniques, mais une recherche clinique, c'est parfois 2, 3, 4, 5 ans. Et puis, nous sommes très sévères sur les coûts, sur les budgets, parce que nous voulons être certains que l'on puisse continuer, que si jamais il y a un peu moins de recherche clinique qui nous est donnée, on puisse continuer. Et donc, je crois que c'est très, très important. Plus nous aurions de fonds, plus nous pourrions faire des plus grandes avancées encore et demander à plus de patients de participer à toutes ces recherches cliniques. Donc oui, c'est très important d'avoir plus de fonds et nous voudrions essayer d'en trouver. Alors, on a des protocoles où donc on travaille avec ce réseau de collègues à travers l'Europe qui viennent régulièrement nous voir en disant ben voilà, on voudrait faire cet essai, donc on essaie au mieux que possible de mettre les essais sur les starting blocks, mais souvent ben voilà, on n'a pas les moyens, donc ils sont un petit peu garés pendant qu'on essaie de trouver les moyens. Si on les trouve, il y a aussi un aspect important qui est effectivement les ORTC depuis 60 ans, on existe depuis 60 ans, on a accumulé pas mal de données. Et ces données représentent aussi une source inestimable d'un potentiel de recherche. Mais il faut aussi des financements pour aller pouvoir les exploiter. Donc on a aussi un projet on a ce qu'on appelle des research fellows, donc des jeunes médecins, des jeunes statisticiens qui viennent de tous les coins du monde, qui viennent passer 1 an, 2 ans, 3 ans avec nous pour pouvoir nous aider à exploiter ce qu'il y a dans ces bases de données, puisqu'on se pose des questions a posteriori. Donc il y a toute une batterie de projets, que ce soit des essais cliniques prospectifs qui attendent, que ce soit des questions d'exploitation des bases de données, où effectivement le financement reste souvent l'enjeu crucial. Puisque je dirais, l'élan scientifique est là. Je crois qu'on a aussi moi, je suis souvent impressionné par les nouvelles générations de jeunes médecins, de jeunes statisticiens qui, justement, maîtrisent beaucoup mieux que moi l'intelligence artificielle et les hypothèses qu'ils mettent sur la table, leurs capacités, etc. Et donc, on essaie, effectivement, non seulement pour aider cette nouvelle génération à se mettre en place, mais aussi pour les patients de demain qui attendent. Donc, je crois que ces financements sont vraiment importants. Et le deuxième objectif également,
c'est d'essayer d'aider les jeunes à mieux comprendre ce que c'est qu'une recherche clinique. Et nous avons une vingtaine de fellows qui viennent du Brésil, du Japon, d'un peu partout dans le monde. Mais nous pourrions en avoir 30 peut-être. Et un fellow nous coûte à peu près 50 à 55 000 euros par an. Donc pour le moment, on a limité à 20, mais on pourrait en avoir 30, 40 de pays en voie de développement ou d'un peu partout dans le monde. Et ils retourneraient après 1 an ou 2 dans leur propre hôpital, dans leur pays, où ils eux-mêmes peuvent créer un petit groupe de recherche clinique. Et être des ambassadeurs de l'ERTC. Voilà. Oui, mais pas forcément de l'ERTC, bien sûr de l'ERTC, mais de la recherche clinique en général. Clinique, oui, bien sûr. Oui, je crois que ça c'est très important parce qu'effectivement il n'y a pas de frontières, et le cancer n'a pas de frontières. Et des fois il y a des environnements, pensez au Japon où les cultures sont différentes et les systèmes de santé sont différents. Et on est arrivé justement à bâtir une collaboration avec un groupe équivalent à l'ERTC au Japon, le Japanese Clinical Oncology Group, parce qu'on a un programme d'échange avec eux. Et tous les 2 ans, on a un nouveau fellow japonais qui vient passer 1 an, 2 ans, 3 ans à l'ERTC. Et effectivement, quand ils retournent, ils ont une bonne compréhension de l'ERTC, une bonne compréhension de comment on fonctionne. Évidemment, ils ont une bonne compréhension de leur environnement et nous n'aurions pas réussi à mettre en place ces partenariats si on n'avait pas eu ces jeunes échanges. Et qui bâtissent les ponts pour les essais cliniques de demain. Et une fois que les gens se connaissent, c'est vraiment très important. Je dis toujours aussi, on travaille avec le Latin American Clinical Oncology Group et mon équivalent du Latin Clinical Oncology Group est un de nos anciens fellows. Il y a un groupe en Asie aussi qui s'appelle Atlas et le CEO de Atlas à Bangkok est un de nos anciens fellows. Et donc tout ça, ce sont des connexions très importantes pour pouvoir après justement essaimer et aussi échanger sur tous les défis thérapeutiques, mais aussi échanger des solutions. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qui marche dans un environnement, qu'est-ce qui marche pas dans l'autre, qu'est-ce qu'on peut tester, qu'est-ce qu'on peut adapter. Et ça, c'est aussi une source très importante d'avancées en méthodologie, mais aussi parfois en solutions pour les opérations. Comment mener à bien de manière efficace des protocoles de recherche clinique. Et donc, on cherche des sponsors qui sponsoriseraient un Brésilien, un fellow. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des affinités avec tel et tel pays et qui pourraient nous aider, ou aider plutôt ce pays et cet hôpital dans ce pays à avoir un fellow chez nous. Oui. Et ça, je pense que l'ERTC est très porteur. On parlait du nom de l'ERTC. Je suis allé il y a 2 ans pour une conférence en Indonésie et aujourd'hui, en Malaisie, pardon. Et aujourd'hui, nous avons un fellow qui est à Bruxelles pour 1 an avec nous. Voilà. Et donc, alors, on n'avait pas de contact avec des échanges vraiment très riches. Donc des échanges très très riches. Oui. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Diego, merci Denis pour c'est tout à fait passionnant. Je pense que tous nos auditeurs sont évidemment concernés par le cancer et que ça ouvre des horizons nouveaux de connaître le fonctionnement de l'ERTC. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.